Notre façon de manger a davantage changé dans les 50 dernières années que dans les 10 000 dernières années. Jamais on a eu accès à autant de repas instantanés, d'aliments transformés et même d'aliments importés. 12 mois par année, on a à portée de main des avocats, du lait de coco, des bananes, des ananas, tous des aliments qui poussent difficilement dans un pays nordique comme le nôtre. Résultat, la distance parcourue pour un aliment entre son lieu de production et son lieu de consommation varie entre 2500 et 5000 km. Donc le tiers des camions qui se trouvent sur les routes sont là juste pour importer ou exporter des aliments qui vont se trouver dans votre assiette. Pourtant, au 19e siècle, on n'avait pas le choix de manger hyper local. Il y avait juste ça, donc on mangeait les légumes de notre jardin, la chèvre de notre voisin. Puis l'hiver, au Québec, on mangeait juste des patates, puis de la viande, puis c'était bien correct. Mais là, vers la moitié du siècle, il y a le train qui est arrivé sur le continent. Donc beaucoup d'aliments ont pu plus facilement voyager à travers l'Amérique. Il y a eu ensuite l'invention du frigo vers 1908 qui a permis de voyager des aliments frais plus longtemps. Et tranquillement, avec la Première Guerre mondiale, les femmes qui se sont mises à travailler, les nouvelles technologies, il y a la vente, l'importation, l'exportation, bref, la consommation des conserves qui a explosé. Et avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une plus grande mixité ethnique au pays, donc les gens avaient un plus grand désir de découvrir encore plus d'aliments exotiques, ce qui en soi était la preuve d'une belle ouverture et qui permettait aux femmes de davantage travailler et à leurs familles, leurs enfants de manger d'autres choses que des petits pois, du bœuf et des carottes. Mais ça a aussi contribué à ce que 75% des variétés agricoles dans le monde disparaissent et à augmenter la production d'emballage. Parce que plus un aliment arrive de loin, plus il y a d'étapes pour le faire passer de cet endroit-là à votre bouche, donc plus on a besoin d'emballage. Par exemple, en 2007, on fabriquait 80% plus d'emballage qu'en 1960, ce qui équivaut à peu près à 200 kg de plus par personne par année de déchets. Mais aussi, ce système-là a contribué à faire exploser les multinationales qui vous donnent des fruits et légumes bourrés de pesticides, d'OGM, des aliments complètement transformés, dont les plantations, les usines se trouvent la plupart du temps dans un pays en voie de développement, ce qui contribue grandement aux inégalités sociales et à l'effritement de communautés. Bref, plus les aliments qu'on mange proviennent de loin, plus on contribue à l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus on contribue aux inégalités sociales et surtout plus on perd la relation qu'on avait avant entre la cuisine et les saisons, entre l'humain et l'aliment. Mais heureusement, tout n'est pas perdu. Pour ne pas reprendre le même format que ma première vidéo, la tendance est en train de changer. En effet, de plus en plus de citoyens réalisent l'ampleur de l'empreinte carbone que leur alimentation génère. Autrement dit, la tendance est au locavorisme. Pour certaines personnes, le locavorisme, c'est consommer dans la communauté, chez notre voisin, dans le village. Pour d'autres personnes, manger local, ça veut dire à moins de 160 km à la ronde. Pour les plus lousses, c'est à moins de 250 km à la ronde. Mais on ne vira pas fou avec ça aujourd'hui. Le but de la vidéo, c'est vraiment d'informer les gens sur les aliments du Québec, sur l'économie locale, comment faire pour encourager les agriculteurs locaux et surtout comment faire pour manger en produisant le moins de gaz à effet de serre possible. Pour ce faire, j'ai invité ma grande amie et comédienne Marianne Verville qui, comme moi, est très préoccupée par les conséquences de notre mode de vie, de notre mode de consommation. Bonjour Marianne! Bonjour! Toi, là, Marianne, est-ce que ton alimentation est polluante? C'est sûr que mon alimentation est polluante comme 99,9% des gens. C'est ça, tu existes donc tu pollues. Exact. La fameuse, le fameux dicton, je pense donc je pollue. Oui. Mais t'es végétarienne aussi, tu sais. Je suis végétarienne. La viande, on mange juste, je pense, 20% de l'animal ou quelque chose comme ça. Il faudrait vérifier les stats. Ma recherchiste va le faire. Mais c'est bien parce que le meilleur moyen de faire sa part pour l'environnement, c'est vraiment de changer son alimentation. Donc, tu manges local aussi. Est-ce que tu manges local l'hiver? Oh, l'hiver, c'est vraiment difficile, mais je suis abonnée à des paniers de fermes locales. 40% de mon alimentation l'hiver est locale. Moi, j'essaie peut-être à 50%, parce que je me force vraiment ces légumes racines, mais je dois avouer que présentement, je suis saturée. Genre patates, carottes, oignons. Honnêtement, je peux plus les regarder dans les yeux puis je parle même pas des betteraves. Oh non, moi, c'est vraiment les patates. Les patates, hein. En fait, c'est que les légumes racines, genre au mois d'octobre-novembre, t'as l'effervescence de manger un bon ragoût chaud de légumes racines, par exemple. Mais là, on est rendu en avril, la neige fond dehors, on commence à avoir envie d'une alimentation d'été. Donc, qu'est-ce qu'on fait au Québec si on veut manger local en avril, qu'on n'est plus capable de légumes racines?
On peut essayer de manger de la verdure puis des tomates, mais ça, dans les paniers, moi, j'en vois. Oui, moi aussi. Je vois des tomates puis des pommes. Je comprends pas comment ça se fait qu'en serre, on puisse faire pousser des tomates puis qu'on puisse garder des pommes. Oui. Alors que c'est plus la saison des pommes. C'est ça. Quand je la reçois, je suis comme, elle vient pas d'être cueillie, là. Non, c'est ça. Elle n'a pas été cueillie hier, là. Il y a de la neige dehors. Donc, toutes les questions qu'on se pose, on va essayer d'obtenir des réponses ailleurs parce qu'on n'est pas des fermières. Non, non, non. Ça a l'air de rien de même, mais on n'est pas des fermières. Je me suis dit qu'on allait faire appel à des experts. Et qui de mieux pour parler d'agriculture québécoise que celles qui font pousser nos légumes et qui les amènent dans notre assiette. Donc, j'ai découvert la ferme aux petits oignons, qui est dans les Laurentides et qui, dans le fond, est composée de 2 femmes, dont Myriam et Véronique, qui vont aujourd'hui nous parler de l'alimentation locale. Donc, on va les appeler. C'est ça, mais où vous conservez, si vous parlez des légumes racines, vous conservez ça quoi, dans des bacs à sable? Comment ça marche? Ben, à la ferme, on a des très grandes chambres froides OK. qui sont dans des gros entrepôts réfrigérés. Puis dans ces entrepôts-là, on a 4 chambres froides avec 4 températures et taux d'humidité différents, dépendamment des légumes. Il y a une chambre d'entreposage, on réussit à garder des légumes plus longtemps. C'est les légumes de conservation, c'est des légumes qui ont été sélectionnés là, depuis des centaines d'années pour concentrer les minéraux puis faire en sorte que les minéraux restent pendant la conservation. Puis, dans le fond, comment ça se fait qu'on peut entreposer certains types de légumes ou des courges, mais on peut pas entreposer un melon d'eau, par exemple, qui est de la même famille que la courge? C'est à cause du taux de sucre. Par contre, dans le melon, c'est sûr qu'il y a le taux de sucre du melon. Plus il est sucré, moins il va se conserver longtemps. D'ailleurs, on fait une variété de melon qui est extraordinaire. Les gens nous disent que notre melon, c'est le meilleur. L'été, ça? Mais ce melon ne peut jamais se retrouver dans une épicerie parce que le temps que le melon soit envoyé au grossiste, au distributeur, à l'entrepôt, finalement sur la table d'épicerie, il aurait déjà fermenté. Il est trop sucré. Par exemple, dans les carottes, il y a des carottes d'été qui vont être sucrées à la récolte, mais que si on les entrepose, elles vont perdre leur sucre, elles vont perdre leurs nutriments, alors qu'il y a des variétés de conservation qui vont même développer leur sucre dans la chambre d'entrepôt et puis qui vont conserver tous leurs nutriments. Fait que même à l'intérieur d'un même légume comme la carotte, il existe plusieurs variétés qui sont faites pour le frais ou pour l'entreposage. OK, fait que dans le fond, c'est pour ça qu'on peut avoir des légumes plus local l'hiver, mais pas vraiment des fruits. C'est à cause du taux de sucre. Ben, il y a les pommes. C'est ça, les pommes! Comment ça se fait qu'on peut... C'est ça, comment congelé, ça se fait qu'on peut avoir des... Dans les dernières décennies, là, dans le secteur de la pomme, ils ont développé des entrepôts à atmosphère contrôlée où ils ajoutent du CO2. Ça fait que la pomme est comme elle arrête de vieillir. C'est ce qui fait que maintenant, on peut avoir des pommes très croquantes, même rendues au printemps, parce qu'ils ont été entreposés dans ces entrepôts spéciaux-là, qui fait que la pomme est comme sur pause. OK. Ça fonctionne ça avec les personnes? On peut-tu entreposer des personnes puis qu'ils vieillissent pas? Les fermes, les gros bergers qui ont ces entrepôts-là, il faut qu'il y ait un système de caméra avec quelqu'un qui surveille l'autre personne qui est dans l'entrepôt, parce que si la personne, son masque est défectueux, elle peut mourir parce que le taux de CO2 est trop élevé. Oh! OK, donc... Ça, c'est dangereux. Puis tout ce qui est, mettons, crucifères, brocolis, chou-fleur, est-ce qu'il y a des possibilités d'en avoir des locaux l'hiver? Ça, c'est impossible parce que c'est un produit qu'il faut récolter frais, le brocoli, mais le chou, lui, il s'entrepose. Fait que dans le fond, pendant l'hiver, on est mieux d'utiliser plus du chou. Mais pour ce qui est du brocoli, ben là, on est mieux d'utiliser la congélation. Il y a des produits québécois surgelés qui sont d'excellente qualité. Puis, comme Myriam pourrait vous l'expliquer, on a beaucoup de préjugés non fondés par rapport à la congélation. Ouais. Oui, c'est ça. Souvent, les gens ils pensent qu'ils vont acheter des légumes congelés, que ça va être moins nutritif, mais au contraire, souvent, les légumes congelés sur le champ dès qu'ils ont été récoltés. T'sais. Fait que la valeur nutritive est conservée même au congélateur. Est-ce qu'il y a des fermes dans votre entourage qui font pousser, par exemple, genre du soya ou des légumineuses au Québec? Mais de produire certaines légumineuses, mais pas toutes les légumineuses, parce que notre saison est trop courte, plusieurs d'entre elles. OK, je comprends. Fait que si on veut manger... Qu'est-ce que vous conseillez comme protéines pour les gens qui veulent manger local en hiver? Donc, de la viande, fromage, œuf, j'imagine? Ben, oui, tout à fait, mais je pense que les légumineuses, une fois séchées,
c'est quand même un bon choix. Là, nous autres, ici, on en a des légumineuses fines du Québec. On a de la fève blanche, de la fève noire, de la fève rouge, de la canne verte. Et voilà le soya aussi qui vient du Québec. Oui. Ouais. Fait qu'on aurait les légumineuses. On peut pas produire de noix au Québec, mais on peut prendre les graines de tournesol puis de cucurbitacées. Encore, hein? On a trouvé des noix locales. Ah! Des noix de... Des noix de quoi? Le noyer cendré. Noyer cendré. Ouais. Le noyer cendré, c'est une noix. C'est un arbre. C'est ce qu'elle disait, là, c'est qu'il y a quelqu'un au Québec qui en fait. Bon, ben super. merci. Merci les filles. Là. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bye. Bon, ben là, avec toutes les informations qu'on a, quel genre de repas on peut préparer? On sait qu'on a plein d'options de viande, de produits laitiers, d'œufs. Mais vu qu'on sait que ça prend 11 fois plus d'énergie fossile pour produire 1 kcal de protéines animales que de protéines végétales, ce serait plus cohérent qu'on fasse un repas végétalien. Ouais. Puis puisqu'on n'est plus capable de légumes racines, il faudrait que ce soit un repas, sans légumes racines, 100% local, comme 100% là, toutes les huiles, là, les épices, tout, végétalien, en avril. Ouf! En ce moment, comme protéines, on a 19 grammes de protéines par 100 grammes pour les graines de citrouille. Ouais. Sinon, des petits pois. Il y a plein de légumes congelés qui sont très nutritifs au Québec. Et les petits pois, c'est 5 grammes à peu près de protéines par 100 grammes. Parlons de petits pois, moi j'aime beaucoup manger des petits pois avec une sauce crémeuse que je fais à partir de chou-fleur congelé. Je les mettrais dans une sauce fromagée à base de soit graines de tournesol ou Ouais. la noyer, dans le fond, la noix. La noix de noyer, cendrée. Puis j'ajouterais des champignons avec ça parce qu'on n'a pas eu le temps d'en discuter, mais des champignons, ça peut pousser au Québec à l'année. Tu peux même en faire pousser chez toi, il y a des petits kits, c'est bien facile. C'est vrai. On préfère un burrito de fèves noires, fèves rouges même. Fève rouge, ouais. Avec la laitue. Par exemple, les fermes Loufa, ils en font pousser dans leur serre. Donc, on pourrait mettre de la laitue, on préfère des salades. Écoute, il y a tellement d'options. Là. Donc, on a tous les ingrédients disponibles, Marianne. Oui! On a ici Du spaghetti de Khorasan. Khorasan, qui est une céréale, en fait, qui est produite au Québec. Ça, j'ai acheté ça en vrac chez Nourrir. Ça vient du lac Mégantic. Lac Mégantic, c'est à 254 km. On est correct. Ça, ici, des petits pois verts congelés. Dans le fond, ça, j'ai acheté ça sur le site de Loufa. Ça vient de Agrifusion, qui est une ferme qui se trouve à 75 km. Pour le reste, dans le fond, de mes légumes et herbes, donc ici, j'ai pousses de roquette, tomates cerises, persil, du basilic, de l'ail. Non, une patate, ça, on n'en veut pas. Non. Oh shit. Ciboulette et oignon. Mais trop gros l'oignon, j'en peux plus, moi, juste un petit oignon. OK. Donc, tout ce qui est légumes et herbes, ça vient des fermes Loufa, soit de Huntsic ou Anjou. Pour les graines de citrouille, j'ai pas de graines de courge, puis on n'a pas les noix de noyer pour l'instant. Ça, j'ai pris ça en vrac chez Nourrir. Je sais que ça vient du Québec, honnêtement, je sais pas de où. J'aimerais dire ici qu'on relève un défi. Hein. Le but, c'est pas de culpabiliser les gens parce qu'ils mangent pas local. Là. Vraiment, le but, c'est d'apporter de la nuance, puis aussi d'apporter des alternatives. Lol. OK, j'ai mis mon tablier à l'envers. On va le changer. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Pourquoi la porte est ouverte? Ça, c'est mon. Ouais, je laisse tout dans les doigts dans mon C'est mon. OK. Capsule anti-gaspi. Toutes mes retailles de légumes en général, genre l'ail et les plures d'oignons, je les mets dans un bol que je mets au congélateur et après ça, je fais des bouillons avec. Ou un Tupperware, là, mais pas ça dans un Tupperware. Ben, c'est un genre de. C'est juste vraiment bizarre qu'elle ait ça chez eux. Ah oui, il faut dire, Marianne et moi, on habitait ensemble pendant 6 mois, 7 mois. On n'a jamais cuisiné ensemble. Non, Non. je suis trop gaffeuse. Je suis rentrée une fois, il était par terre dans la cuisine en train de broyer avec du mélange à muffins partout dans ma cuisine. OK, là, on se demandait, sel, poivre. Moi, j'ai lu qu'on faisait du sel au Québec. Il y a des minières de sel depuis les années 70 à peu près. Le poivre, il y en a au lac Saint-Jean. OK, c'est plus de 250 km, mais on peut deal avec ça, je pense. Ou tu sais, tu fais juste ajouter bien des épices comme du thym, du basilic séché. Même tu peux faire comme sécher, genre tes plures de carottes pour aromatiser un peu de tout. Si tu veux vraiment y aller all-in. Là. On aurait pu faire un pesto De graines de citrouille. Mais j'ai déjà fait un pesto de graines de tournesol. Une alternative ici à notre recette, faire un pesto. J'ai oublié de présenter tantôt l'huile de tournesol. Je l'ai pris en vrac aussi chez Nourrir. Et elle vient du Québec aussi. On n'a pas d'huile d'olive au Québec, donc nos alternatives d'huile seraient
L'huile de chanvre. L'huile de canola. En fait, l'huile de canola, c'est l'huile de colza, mais on appelle ça canola parce qu'au Canada, parce que c'est canne, comme Canada. Puis on a de l'huile de caméline. Bref, on a plusieurs types d'huile qu'on peut utiliser, c'est juste qu'on n'a pas la classique huile d'olive. On est pas mal rendu à la fin. Ben oui, puis ça fait 5 minutes qu'on cuisine. Pour vrai, ça a pris 5 minutes. Genre. 2 heures. Mais on s'entend qu'on a fait genre le repas le plus simple du monde aujourd'hui. Oui, le strict minimum. Parce que genre si on avait fait comme une grosse sauce vegan, tu sais, avec genre des choux-fleurs, on aurait peut-être perdu du monde, tu sais. Et accessible à tous, le faire ça, là, vraiment. Cette assiette coûte littéralement 1,50 $. Je pense que c'est beau. Le mien, je pense que c'est du plus beau. Mais Marianne, est-ce que c'est bon? Oh! C'est genre zéro professionnel, là. Ricardo, il se retournerait dans sa tombe. Il se retourne dans sa tombe, Ricardo. Ricardo n'est pas mort. On rappelle qu'on n'est pas des chefs professionnels. Tout. C'est vraiment bon. Pour vrai? Oui, mais c'est parce que moi, j'aime beaucoup le basilic. Honnêtement, c'est vraiment bon. On a réussi notre défi parce que moi, quand je vois ce plat-là, je vois le mois d'avril. Je vois... Voyons, je veux les tasses. Moi, quand je vois ça, là, je vois le renouveau. Oui. Je vois les bourgeons. Est-ce qu'on laisse la recette en bas de la vidéo? Ouais, la recette va être là. Bye! Et voilà, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo sur le locavorisme avec ma collaboratrice Marianne, qui va revenir dans d'autres capsules d'ailleurs. Tout ça est à prendre évidemment avec nuance. C'est bien aussi d'encourager les communautés d'ailleurs et l'économie d'ailleurs et aussi de faire profiter nos aliments à l'extérieur du Québec. Si vous avez des idées de capsules éco-responsables, écrivez-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à nous faire part en commentaire de vos idées de recettes 100% québécoises, de vos trucs et astuces pour manger local à l'année, de votre aliment québécois préféré, même de vos fermiers préférés. Toutes les sources que j'ai utilisées pour vous informer sur l'alimentation locale vont se trouver juste en bas de ma vidéo. Et aussi, j'ai mis les liens pour la ferme Le Marché aux Petits Oignons, pour les fermes Loufa, pour le marché Nourrir. Bref, tous des liens super utiles si vous avez envie de vous informer sur l'alimentation locale et ou de manger encore plus local. Et surtout, si vous avez bien aimé la vidéo et si vous aimeriez propager davantage d'informations sur l'alimentation locale, n'hésitez pas à partager la vidéo, la liker bien sûr, parce que plus vous likez, plus vous partagez, plus vous commentez, plus vous garantissez la pérennité de mon contenu environnemental.